Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Depuis vos très jeunes années, vous avez deux amours, la magie et le ski. Vous êtes parvenu à les réunir à travers un spectacle qui devrait justement vous permettre d'atteindre les sommets des recettes. Bonjour Gus. Bonjour, merci pour cette belle prédiction. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Sympa. Au Folies Bergères et en tournée. Folies Bergères à partir du 22 décembre. Et il se trouve... 23. Je crois, tout augmente. Voilà. Alors, le principe des clés d'une vie, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Okay. Donc, j'en ai trouvé en cherchant beaucoup. La première n'a pas de rapport avec vous, mais elle est importante par rapport à votre passion. Le 16 décembre 1964 est sorti ce film. Merlin l'Enchanteur de Walt Disney. Donc le magicien, c'est vous, et vous avez la passion de Walt Disney, des dessins animés. Exactement. J'étais surpris parce que quand vous avez dit est sorti ce film, j'étais sûr que ça allait être la musique des Bronzés font du ski. Non. Et j'avoue que j'aime beaucoup aussi. Et c'est une bonne surprise. Merlin l'Enchanteur, c'est un très beau film. Vraiment. Plus j'adore les animaux. Donc dans ce film, il y a de la magie, des animaux, un sorcier avec une grande barbe. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Quoi. Voilà. Et c'est un long métrage qui a pas tellement marché à l'époque, mais c'est devenu un classique parce que Disney à l'époque ne pensait qu'à une chose, c'était Disneyland, et donc il a laissé faire un peu ses équipes. Et ça n'a pas été un gros succès commercial. Comment s'appelle la chouette dans Merlin l'Enchanteur, Jacques ? Ah, je ne sais plus. Archimède. Bravo. Car vous connaissez Disney par cœur. Ouais, un petit peu, ouais. Alors c'est né comment cette passion de Disney ? C'est né. Moi, j'ai grandi avec 3 petites sœurs, donc j'ai regardé plutôt des films toujours de plus bas âge que le mien. Je sais pas si c'est très français ce que je dis. Oui. Et oui, j'ai toujours aimé Walt Disney. Je sais pas. Je trouve que par rapport à comment est fabriqué mon cerveau, Walt Disney c'est parfaitement adapté. Alors que les films plus contemporains d'aujourd'hui, ça marche pas trop. Il y a un petit conflit de. C'est-à-dire il y a un côté rêve dans Walt Disney. Ouais, il y a un côté rêve. Il y a un côté. Je trouve que les messages sont beaux, les personnages sont chouettes. Alors il y a plein de choses qui aujourd'hui font un petit peu polémique, mais les histoires sont vraiment belles. Et je sais pas, on se sent heureux devant n'importe quel Disney, même des Disney qui sont plus tristounes, plus difficiles comme Bambi ou Alice au Pays des Merveilles qui est un peu étrange. Je trouve que c'est toujours des atmosphères qui rendent heureux. Pas les 5 premières minutes de Bambi, attention, j'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, Jacques. Non, je ne dis rien. Et en plus, on pleure tous avec les 5 premières minutes de Bambi. Mais il faut savoir il n'était pas heureux Disney parce que personne ne voulait de ses films au départ. Quand il a commencé Mickey, c'est parce qu'on l'avait escroqué, on lui avait volé un personnage. Oui. Blanche-Neige, et il a mis 3 ans à le faire en se ruinant et en hypothéquant tout. Et s'il n'y avait pas eu un banquier qui l'avait soutenu, il n'y aurait jamais eu Blanche-Neige. Ça a été un gros travailleur. Ah ouais, non, mais heureusement qu'il a rien lâché, sinon des gens comme moi seraient malheureux aujourd'hui. Alors, il aimait aussi les magiciens. Je ne sais pas si vous connaissez l'un de ses premiers dessins animés, Mickey Magicien. Oui, bien sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les parcs de Disney, il y a des spectacles de magie. Et c'est vrai que Disney et la magie, ça va ensemble ? Oui, parce qu'en fait, la magie de Disney, c'est pas forcément de la magie au sens magie, truc et astuce du terme. La magie de Disney, c'est juste, ça fait appel à la féerie et au rêve. Et c'est pour ça qu'on se sent si bien. Plus on en parle, plus j'ai envie d'aller au parc, là. On y va après ? Vous y allez souvent ? J'y vais. Alors là, petite baisse de régime parce que j'ai 2 bébés qui sont trop jeunes pour y aller. Mais dès qu'elles auront l'âge, ou presque, on va y aller. Oui, il a beaucoup évolué. Moi, je me souviens, les premiers mois du parc Disneyland, c'était dirigé par des Américains qui ne parlaient pas français, qui avaient donc un double en français. C'était extraordinaire. Ça ne marchait pas du tout. Après, ils se sont rattrapés. Alors, Gus, c'est votre pseudonyme. Votre vrai nom, c'est Augustin Petit, mais je crois que tout le monde vous a toujours appelé Gus. Oui, les dernières personnes qui m'ont appelé Augustin, je pense que ça devait être ma professeure en CE1. Oui. Donc ça remonte vraiment à longtemps. À quelques années, oui. Ouais, c'est vrai que je sais pas, c'est toujours. À une époque, c'était lié à la souris dans Cendrillon. Oui. Gus, évidemment. Oui. Après, moi, je suis taillé dans un coton-tige et Gus est un peu plus obèse. Mais oui, je crois que tout le monde m'appelle Gus. Ça. Je suis pas sûr, mais je crois. Oui. J'aime bien me dire que oui, parce que c'est Walt Disney, mais je suis pas sûr. Semi-mensonge. Voilà. Alors, Petit mensonge, grande éthique, parce que j'aime Disney. Voilà, vous êtes né dans le Nord, à Vambrechy, c'est ça ? Waouh, vous avez tenté de le prononcer, oui. Ça fait Vambrechy, effectivement. Ouais, ça fait longtemps que j'ai pas entendu ce mot. Et wow, très belle recherche. Hein. C'est près de Lille, ça ? C'est complètement près de Lille. Après, c'est vrai que on est parti de Vambrechy quand j'avais 10 ans. Et là, je vais avoir beaucoup de mal à surenchérir avec une anecdote. C'est une ville formidable, hein, mais vraiment en termes de souvenirs, à part faire le con en vélo avec mes copains parce qu'on était dans un lotissement qui était en chantier. Oui. Et moi, j'ai toujours aimé me cacher et me déguiser. Et on aimait bien se cacher dans les. Vraiment, ça va nulle part cette anecdote. Hein, je vous préviens, vous pouvez tous vous faire un chocolat chaud ou un petit thé, un petit café. Et on aimait bien se planquer dans les baraques qui n'étaient pas terminées. Surtout quand il y avait les grandes plaques de polystyrène isolant, oui, qu'on peut mettre un petit peu de certaine manière, faire des sauts et puis les casser, puis à la fin on a tellement cassé que ça fait comme une piscine de polystyrène dans une pièce. Le lendemain les ouvriers étaient ravis. S'ils regardent l'émission aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Non, c'est bien amusé. Voilà. Mais il y a un musée de la poupée qui est très important là-bas.
Ah ouais, Joker, j'avais pas entendu parler de Il y ce a un projet. budget de la poupée de porcelaine avec des soldats de plomb menacés par l'aviation et des bateaux et des soldats se livrant une bataille. Vous n'êtes pas au courant de ce musée? Bah non, je suis vraiment désolé. Pourtant, j'adore les jeux de filles, mais là, j'avoue que le musée de la poupée, je suis passé complètement à côté. Voilà. Et ça, il existe. Ah, c'est malheureux. Et tout le monde va à Vambrochy pour voir le musée de la poupée. Alors, vous avez perdu l'accent, mais vous le retrouvez. Quelque chose que vos grands-mères vous ont appris à le retrouver, je crois. Oui, c'est vrai que j'ai notamment une grand-mère qui a un petit accent un peu plus prononcé. Mais c'est plus quand on est pressé pour partir quelque part que tout d'un coup la voix flanche et là on retrouve un petit peu d'accent, mais moi je l'ai complètement perdu. Je me souviens qu'à 10 ans quand je suis arrivé à Lyon, en revanche on se foutait un peu de ma gueule, on me disait t'as un accent, mais pas t'as un accent c'est mignon, c'est jovial, c'est subtil, plus t'as un accent tu parles comme un campagnard. J'étais un peu vexé, je comprenais pas, et puis après avec le temps on l'oublie quoi. Mais je l'adore l'accent du Nord, je trouve. Oui, mais en plus c'est une fraternité le Nord. Moi je me souviens de ces dîners qui étaient dirigés par un journaliste, Jacques Duquesne, où il y avait Lynn Renaud, Danny Boone, Raymond DeVos, et ils finissaient en chantant le Petit Quinquin. Ah, bah la vraie vie. Hein. Et ça fait partie des traditions du Nord, bien avant Bienvenue chez les Ch'tis. C'est vrai, oui, bien sûr. Alors, vous avez commencé donc à côté de Lille et vous êtes allé à Lyon. Pourquoi? On est parti à Lyon pour le boulot de mon père. Donc quand j'avais 10 ans, Qu'est-ce qu'il faisait? Ce qu'il faisait dans le Nord à ce moment-là, je vais me planter, mais en revanche, il partait pour bosser dans une boîte qui fait des logiciels de gestion à Lyon, qui avait monté mon oncle, qui faisait ça, une entreprise. Ils étaient 10 potes comme ça à monter un projet, et on est parti pour ça. C'est 10 ans à Lyon, 10 ans après 10 années de Lille. Exactement, ouais. Et la magie, c'est né tout de suite. Je crois qu'un magicien vous a appris un tour quand vous étiez enfant. Un seul tour. Oui, un seul tour. Alors ça, c'était un Noël dans le Nord, pas loin de Vambrochy. Et je me souviens qu'il m'avait appris un tour qui était un petit peu redondant, un peu long, où on fait des lignes de cartes, et puis on doit penser à une carte, puis on doit dire c'est dans quelle ligne. C'est très procédurier, souvent les gens s'endorment, en tout cas ils s'emmerdent, ça c'est sûr. Oui. Et donc ma famille, ils acceptaient que je fasse le tour, parce que c'était mignon, j'étais le petit gars qui fait de la magie. Et c'est plus tard, quand j'avais 20 ans, que j'ai découvert vraiment la magie. Mais là, vraiment jeune, c'était mon seul... Mais ça je le faisais à tout le monde d'ailleurs. Je disais pas bonjour aux gens, je disais alors je vais faire des lignes de cartes, tu vas penser à une carte. Et vous adoriez aussi, je crois, Gus, vous mêler de la conversation des grands. Oui, c'est vrai que ça, mes parents m'ont beaucoup raconté ça. Quand ils invitaient des potes à la maison, j'étais vraiment du style à me poser dans le canapé, comme si c'était mes copains qui étaient arrivés. Oui. Et je sais pas, à refaire le monde, ça va, le boulot, la vie, c'était vraiment mon truc. Je sais pas ce que j'avais. Oui, mais en même temps, c'est peut-être pour ça que vous avez fait des études très sérieuses après, des études de commerce. Oui, je sais pas si à l'époque je voulais grandir, ça n'a pas de sens, qu'aujourd'hui je suis resté un enfant, mais Oui. je sais pas ce qui m'a pris de parler avec ces gens. Ouais. Et les études de commerce à Lille, donc à Lille et à Lyon ensuite. Ouais, alors non, j'ai fait 10 ans à Lille, puis 10 ans à Lyon, puis je suis retourné à Lille, effectivement, oui, pour l'IESEG, une école de commerce post-bac. Et pourquoi faire ça? Et ben parce que déjà je connaissais pas la magie, donc il fallait bien se trouver un projet. Et non, mais l'école de commerce c'est assez généraliste après le bac, et moi j'avais envie mon rêve c'était, en fait j'ai des gens qui ont monté des entreprises dans ma famille, et je me suis dit ils ont l'air heureux, leur vie a l'air cool, donc je m'étais dit je vais bien me trouver un copain pour monter un projet. Et puis en fait c'est la magie que j'ai trouvée, donc j'ai monté mon projet tout seul. Oui, parce que Gus, il y a eu un échange universitaire qui vous a emmené à Hong Kong. Exactement, ouais. Comment ça s'est fait, ça? Et là-bas, j'ai fait mon tour. Parce qu'en fait, de 7 ans à 20 ans, j'ai continué à faire mon tour de merde à tous les gens que j'ai rencontrés. Sauf qu'un jour, il y a un mec qui s'est pas endormi et qui m'a dit: ah, mais t'es magicien, t'aimes la magie. Et je dis: bah non, tu te fous de ma gueule, je fais juste un truc à rallonge. Et il m'a offert une vidéo de Bernard Billis, le magicien du plus grand cabaret du monde. C'était une vidéo piratée. Mais j'ai racheté le DVD 2-3 fois depuis, donc j'ai payé ma dette, il n'y a pas de souci. Et bref, en fait j'ai découvert, en regardant ce DVD, j'ai découvert toutes les techniques de magie, toutes les techniques de cartes. Et je sais pas, c'est un peu comme si, imaginez, vous connaissez rien de Walt Disney, je vous enferme dans une pièce et il y a toute la collection. Et vous prenez votre temps et c'est cadeau pour vous. Et bah tout d'un coup, c'est vrai que je suis tombé un peu en amour pour la magie, parce que étudiant à Hong Kong avec plein de gens de nationalités différentes, je me suis rendu compte que même un tour débile, vomir des cartes, faire apparaître un truc, faire disparaître une fourchette dans un resto, et bah, quelle que soit la nationalité, bah, ça interpelle et ça amuse les gens. Donc c'est un vrai passeport à la déconne, la magie. Et Bernard Billis, il faut savoir que c'était un disciple de Gérard Majax, oui. Fils d'un comédien qui a eu son nom de gloire, Teddy Billis, qui a joué dans beaucoup de pièces. Et avant de faire le Grand Cabaret du Monde, Bernard Billis a été dans Mi Fugue, Mi Raison, Droit de réponse et Grand Public. Et même dans Coucou, c'est nous. Et après, vous avez toutes les infos, Jacques. Oui. Souvent, les gens disent: il y a eu ça, puis qu'est-ce qu'il avait fait en 92? Mais vous avez toutes les réponses, donc je peux que acquiescer devant votre savoir. Hein. Mais non, je vous informe. Alors, il se trouve que petit à petit, vous vous êtes mis à la magie, et même pendant les cours. Oui.
Parce que c'est assez discret finalement la magie. Vous voyez, si je suis comme ça et que je vous parle, vous n'avez pas l'impression que je travaille une manip, alors, sauf si je fais ce genre de mouvement, on sait que ça n'existe pas. Mais donc, oui, effectivement, je me perfectionnais dans mes cours de finance ou de marketing. Et très souvent, je me faisais sortir de cours parce que ça donne pas l'idée de quelqu'un de très attentif quand on est comme ça, auto-centré sur ses cartes. Mais c'est pas grave, moi j'avais mon projet, je voulais devenir troubadour, j'allais pas me laisser faire. Oui, mais en même temps, les professeurs, qu'est-ce qu'ils disaient? Bon, après on étudiait à l'étranger, donc la bande de français ou la bande d'allemand, enfin clairement en école de commerce on a pas mal de temps libre, mais alors en plus à l'étranger on n'est pas sur un projet Club Med, mais si on organise bien son emploi du temps on peut quand même passer une belle année, donc je pense qu'ils étaient pas surpris quoi. Non, mais après tant qu'on valide, après c'est comment on valide, voilà, qui on escroque pour s'aider à faire valider son projet, c'est ça le vrai sujet finalement. Qu'on soit pas attentif en cours, on s'en tape. Oui, mais en même temps vous avez validé vos projets, vos examens. Exactement, ouais. Vous êtes devenu quoi alors finalement? Escroc, oui. Ouais. Mais il y a un diplôme d'escroc? Non, effectivement, non. Non, mais après oui, j'ai validé. Je suis allé au bout de mon école quand même, ça a duré 5 ans, parce qu'en fait c'était pas mal, j'ai pu articuler secrètement mon cursus autour de la magie. 2e année, je découvre la magie à Hong Kong. 4e année, je repars à... Vous me dites si je suis en train de taper dans une date d'après, parce que je veux pas vous casser la baraque. Mais 2 ans plus tard, je repars étudier au Danemark, et là je commence à vraiment travailler en tant que magicien. Et bien là, on va justement en parler dans quelques instants. Et pour aller au bout de l'escroquerie, sur la dernière année, je vous dis vite fait, c'est qu'il y avait stage de fin d'études et mémoire. Mon mémoire, j'ai fait le détournement d'attention dans la négociation commerciale. Immense pipeau, j'ai parlé que de techniques de magie, ça n'avait ni queue ni tête. J'ai eu 12, fallait 10. Et mon stage de fin d'études, j'ai fait croire que je développais le marché de l'événementiel pour une boîte française en Espagne, parce qu'il fallait dire que c'était à l'étranger. Alors que je bossais avec un magicien à Lyon et que 15 soirs par semaine, je faisais des prestats événementiels pour le Roi Merlin, l'Olympique Lyonnais, Google. Donc vraiment, il n'est pas écrit escroc sur mon diplôme, mais au fond de moi, je sais que c'est un peu marqué quand même. Oui, alors, vous avez ouvert des voies avec des sujets qu'on va évoquer. On va commencer avec une autre date importante dans votre parcours et on y reviendra, le 10 novembre 2015. A tout de suite sur Sud Radio avec Gus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, mon invité Gus avec son jeu de cartes en permanence. Si vous regardez la chaîne YouTube, vous verrez Gus en train de manipuler ses cartes tout en parlant. Vous avez une carte en tête, Jacques? Oula, je vais recommencer tout de suite. Une carte en tête? Allez-y, n'importe laquelle. Allez, 7 de cœur. Dommage, ça aurait été fou. Voilà. Tant pis pour moi. L'intention était bonne. Alors, on évoque votre parcours, vos débuts dans la magie. Et puis, il y a eu une date importante, c'est le 10 novembre 2015. Ah oui. 4e émission, et vous êtes le candidat 21. Vous êtes présenté comme illusionniste. Comment vous êtes arrivé là-dedans? La version officielle, c'est que c'est eux qui m'ont appelé, parce que on croit que tout le monde postule, mais j'avais été appelé. Et moi, je regardais pas l'émission, j'ai une très mauvaise culture télé, mais je me suis dit c'est cool parce que ça me permet de montrer de la magie que je peux pas faire en entreprise, donc montrer un peu au grand public ce que j'ai en tête comme style de spectacle. C'est effectivement la France a un incroyable talent. C'est marrant parce que aujourd'hui, on est le 8 décembre, et je vais vous la refaire en essayant d'articuler correctement. C'était il y a 10 ans pile, la finale d'Incroyable Talent. C'est fou, hein. Vu que vous aimez les dates, je vous donne une petite date en plus. Voilà. Celle-là, les cadeaux, Jacques, c'est vraiment une date de plus. Je vous remercie, je la prends. Alors, il se trouve que vous êtes inscrit en prenant le parti de faire de la magie digitale, ce qui était assez innovateur à l'époque. Est-ce que vous voulez vraiment la vérité sur ce truc? Oui. C'est vraiment pas une connerie, et je l'ai jamais dit. Alors, c'est pas non plus un truc de dingue, je suis pas go-go dancer, mais... les trucs Britain's Got Talent, America's Got Talent, la France a Got Talent, ils suivent j'ai l'impression, c'est mon analyse, qu'ils suivent un peu tous un schéma. Et il se trouve qu'il y avait un magicien digital qui avait fait un truc incroyable aux États-Unis 2 ans auparavant, et en Angleterre l'année d'avant. Et donc moi, avec mon petit pif de connard d'école de commerce, je m'étais dit, est-ce qu'il ne voudrait pas nous foutre un coup de digital Donc sachant ça, je le tente au coup de fil en disant, vous savez, moi je fais plein de trucs, et je cite plein de trucs, et je dis, notamment je fais de la magie digitale. Et je dis, ah ouais, excellent, vous faites quoi comme genre de magie digitale? Donc là je suis en mode, ok, elle a mordu à l'hameçon, c'est la merde, je sais pas en faire. On est à une époque où je crois qu'il y a le 7e Star Wars qui sort, c'est ça l'ambiance un peu du monde, ouais. Et du monde, tout autre Star Wars. J'ai un sabre laser d'ailleurs. Et donc je lui dis magie digitale, et là elle m'ambiance complètement, et je me rends compte qu'elle veut vraiment le numéro. Donc je dis par contre, c'est un numéro que je travaille depuis des années, donc c'est pas un truc que je peux faire en audition comme ça vite fait, ce sera un truc pour la demi-finale. Je sais pas de quoi je parle à ce moment-là. Ouais. Donc je m'assure un peu une perspective de demi-finale. Donc en audition, je fais un truc de mentalisme un peu foireux. J'ai failli le planter d'ailleurs. Hein. Ça, si vous regardez les images, ça se voit sur ma gueule. C'est un truc où les gens prennent des couleurs, ils colorient un mot. Ouais. J'avais remixé le logo, c'était la France un incroyable roson. Ouais. Alors à l'époque, je savais pas que c'est un mec qui faisait des choses bizarres avec son zizi. Et donc je l'avais un peu mis à l'honneur.
Il était juré d'ailleurs. Et il y avait Dave qui avait remplacé Hélène Ségara quand vous êtes passé. Non, il y avait Hélène Ségara. Mais il y a eu 2 fois où elle avait c'est possible. Vous avez une meilleure mémoire que moi là-dessus. Et bref, donc j'ambiance sur Magie Digitale. Et là, ils passent leur temps à me dire tu nous envoies des images de ton numéro. Et moi, je suis en mode non, mais je suis en tournée événementielle demain, je bosse pour machin demain. C'est très compliqué. Et à chaque fois que je raccroche, je me dis bon, comment ça marche le digital? Donc j'achète un vidéoprojecteur à focale courte, un écran que je fous dans mon appart à Lyon de 28 mètres carrés. Donc clairement, quand je répète, on ne peut plus passer. Parce que la pièce est à la fois la pièce pour dormir, pour manger. Bon, c'est pas la salle de bain, mais voilà, c'est vraiment. Et donc je me galère à monter un truc autour de Star Wars parce que je suis passionné de Star Wars. J'envoie une maquette un moment en disant bon, je vous ai fait une maquette vite fait. Mais secrètement, j'avais mis tous les efforts de ma vie dans cette maquette. Et bon, on voit que c'est pas très abouti, mais allez, on y va, ça va le faire. Et donc c'est comme ça parce que vous avez lancé le sujet Magie Digitale et c'est vrai que c'est comme ça que je suis allé en demi-finale. Et après, j'ai été sauvé par le public, donc gros coup de chance. Et voilà. En fait, vous espériez avoir le buzzer, c'est-à-dire passer directement à la case au-dessus. Ah non, faut pas déconner, j'avais pas cette prétention, non, j'avais quand même conscience que je faisais un peu des conneries, mais non, je sais pas, j'espérais rien. En fait, ne connaissant pas l'émission, j'attendais pas grand-chose. J'étais juste content de faire. Moi, ce que je rêvais de faire, c'était mon numéro avec le harpon, qui est un truc que j'avais en tête depuis longtemps, où en gros, un jeu de cartes explose sur scène, je tire dans le nuage de cartes avec un fusil harpon et je retrouve la carte du spectateur. Tout ça sans prendre d'alcool ni de drogue, vraiment un truc sincère, sérieux. Et c'est un truc que j'ai jamais pu faire parce que je faisais des conventions d'entreprise. Et quand on est là à raccrocher au thème, c'est compliqué de dire au Crédit Agricole. Alors vous allez voir, il y a des points communs entre le fusil harpon et la fusion-acquisition, vous allez pas en revenir. Tu vois, c'était pas possible. Donc ma seule chance de faire la magie qui me ressemblait, c'était ce genre d'émission. Donc pour ça, il fallait pipoter un truc digital. Voilà. Alors, Déborah, voilà. cadeau, je connais la vérité. Et Star Wars, justement, cette musique, vous la connaissez? Ah ouais, voilà, bien sûr. Vous l'avez vu en boucle, Star Wars? Ah ouais, je connais pas aussi bien que Disney, mais je connais pas mal. Ouais, en fait, quand le film est sorti en 1977, personne n'y croyait à Hollywood. George Lucas a misé toutes ses économies et personne ne voulait produire le film, personne ne voulait le diffuser. C'est après, même fou ça, comme Walt Disney quoi. Tous ces mecs qui ont des idées brillantissimes et personne ne veut d'eux, c'est triste. Il m'aurait posé la question, moi je lui aurais donné son bifton, j'y croyais depuis le début. Voilà, et je crois que votre numéro en demi-finale c'était un sabre laser où vous rentriez et vous sortez d'écran. Ah bah c'est de la magie digitale, parce que c'est ce qu'il voulait. Voilà. Mais ça a été compliqué à mettre au point? Ah bah c'est une catastrophe. Bah, c'est une catastrophe parce que c'est un numéro en chorégraphie sur de la musique. Oui. Et moi, je suis ni mime ni danseur. Quand je danse en soirée, je suis vraiment mal à l'aise de tout. Même mes petits doigts de pied sont mal à l'aise du moment. Vraiment, c'est un enfer dans mon corps. Donc oui, ça a été une horreur. C'est une horreur. Mais j'ai bossé ça avec des copains, avec mes deux potes de magie de toujours, Brad et Steve. C'est pas leur vrai prénom, mais je les ai un peu remixés. Et grâce à eux, ça l'a fait. Mais c'est vrai que sans mon équipe, sans mes potes qui m'aidaient. Un mec pour la chorégraphie, un mec pour le montage et les effets spéciaux. Parce qu'il faut quand même se remettre dans le contexte. C'est-à-dire que moi, je promets Magie Digitale, et là, je suis comme un débile mental, j'allais dire dans mon salon, mais dans la pièce de l'appart, en train de jouer au sabre laser avec un bout de bois, d'essayer de déchiffrer les chorégraphies avec mon pote. Là-dessus, on est à l'époque où il n'y a pas l'intelligence artificielle, tout ça, donc on peut pas mettre une vidéo dans un ordinateur et dire tracking du bout de bois, tu me le transformes en sabre laser. On est là image par image, seconde par seconde, sachant que ça n'est qu'une maquette, qu'on va pas l'utiliser, mais on passe quand même 40 heures dessus. Pour que l'autre, elle nous dise, bon, c'est pas très abouti, mais bon, on vous fait confiance. Et alors, vous n'êtes absolument pas qu'à vous, et pourtant, vous allez être battu par un chien. Et oui, je suis battu par un chien. Après, il était mieux dressé que moi, donc c'est normal. Mais c'est vrai que les chiens dans les numéros de magie, ça a toujours marché. Au Lido, il y a un numéro qui a marché pendant 3 ans avec le maître qui faisait des tours avec son chien. Le chien faisait semblant de rater tous ses tours et ça marchait. À la fin, oui, ce numéro au Lido a marché pendant des années. Moi, la personne qui ratait tous ses tours, qui faisait semblant de rater, pour moi, c'était Garcimore. Non, il y a eu Macronet aussi. Macronet au Crazy Horse Saloon pendant 30 ans. Il faisait des numéros, il faisait semblant de rater tous ses tours et c'était génial. Il a fait le tour du monde avec ça. Je vais rechercher ça dès que je sors de l'émission. Macronet. Donc, comme le président, mais avec ET à la fin. AY. AY. Voilà. Je viens de demander. Il a pris sa retraite, il a passé sa vie au Crazy Horse et c'était un triomphe tous les soirs. Ok, dingue. Voilà. Alors, vous avez parlé du Danemark, c'est vrai qu'au départ, après Hong Kong, il y a eu le Danemark. Et le Danemark, vous êtes dans une coloc et il faut bien gagner sa vie. Ouais, c'était un peu compliqué parce que si on veut pouvoir faire toutes les soirées de l'école, ça coûte des ronds, les open beer. Donc il fallait s'organiser. Et je me rends pas compte parce que là, en fait, je peux vous faire vraiment une version courte, une version moyenne, une version longue. Et comme c'est le seul endroit où on prend le temps ici, je vais me permettre un petit détour. Parce que je dis toujours que j'ai bossé au restaurant du Nouveau Théâtre de Copenhague, ce qui est la vérité. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est avant
Donc je lis le bouquin de David Stone, qui est pour moi un des plus grands magiciens français, qui d'ailleurs a vendu des vidéos, des bouquins partout dans le monde. Et il explique comment travailler au pourboire dans des restaurants. Et moi je lis le truc, je me dis c'est pas très compliqué, donc je vais démarcher les plus beaux restos du Danemark. Donc me voilà parti avec des enveloppes, avec CV, lettre de motivation pour magicien dans un resto, chose dont personne n'a besoin, faut en avoir conscience. Et je me fais ma petite mise en scène et heureusement j'y crois. Mais je suis le seul. Et donc j'arrive, est-ce que je peux parler au directeur ? Et pardon, vous auriez du feu, comme si je fumais. Et je fais apparaître une flamme dans son briquet. Et dans la flamme se matérialise l'enveloppe en disant voilà, je suis magicien, c'est ma lettre de motivation pour être magicien chez vous. Déjà, les mecs, ils me regardaient, magicien chez nous, on n'a pas fait de. Enfin, personne n'a demandé de magicien chez nous, mais ok. Donc je fais les 10 plus beaux restos. Un seul me rappelle, un resto libanais. Bon, il était pas ouf en plus, ce resto. Et il me dit ok, c'est bon, vendredi 19h, tu commences. Et moi, dans ma tête, j'ai jamais bossé en tant que magicien. Je me dis, ouais, comment je vais faire, comment je babille, qu'est-ce que quoi. Donc j'y vais. Et à 19h, 18h50, j'arrive. On me balance un tablier. Mais vraiment, genre, j'ai pas le temps, fous ton tablier, on y va. Et moi, je mets le tablier devant moi. Et c'est un truc en plus moche, un peu de boucher. Et je lui dis, mais. Puis là, je parle anglais, mais je perds un peu moins. Je dis, non, mais I don't need the tablier for the magic, hein, non. Et elle me regarde, quoi, magic ? Et je sens le quiproquo. Et je dis, non, mais you read my letter ? Elle fait. Mais je m'en fous, dépêche-toi. Là, tu vois bien qu'il faut mettre du pain sur les tables. Là-bas, ils ont besoin d'eau, machin. Et donc, bon, voilà. Donc, j'ai 10 jeux de cartes sur moi, un tablier de boucher, la même coupe de cheveux, il n'y a rien qui va. Et je suis pris au piège en train de me dire, est-ce que je me la joue hyper fier de moi, je suis magicien, je mange pas de ce par-là ? Bah non, parce que j'ai jamais travaillé, donc je peux même pas faire ça. Et donc, je fais une semaine de service dans mon resto libanais. Je mangeais même pas gratos d'ailleurs. Vraiment, j'ai tout perdu dans cette expérience, surtout mon amour-propre. Et je me dis, là, il faut que ça cesse. Il me restait une cartouche, c'était donc le restaurant du Nouveau Théâtre de Copenhague. Et là, je change complètement de stratégie. Je fais plus le petit gars qui fait apparaître sa lettre. Je vais au truc, en costard, et je dis que je veux voir le directeur du théâtre en disant que je suis un magicien français, je suis de passage pendant quelques mois parce que je fais une thèse, j'ai bac plus 12. Tout est faux. Et j'ai un rendez-vous avec ce gars. Je m'en souviens comme dans une scène de film d'un truc vraiment à la Scorsese. C'est-à-dire qu'ils sont dans des fauteuils club. Dans ma tête, il y a des gros cigares, mais clairement, il n'y avait pas de cigares. Et ils me demandent de faire de la magie et je fais un truc vite fait. J'attire leur curiosité. Un deuxième truc qui est le max de ce que je peux faire. Et là, il me dit, à ce moment-là, ouais, si tu sais faire ça, c'est que tu sais faire pas mal de trucs, donc ça va le faire. Sauf que moi, s'il me disait un truc de plus, je disais, no thank you, hein, it's goodbye, over, hein, merci pour tout. Et donc, je suis pris dans ce truc. Et dernier détail, le jour où j'arrive, et là, je suis chaud, enfin, je vais être magicien dans un resto. Le chef de rang vient me voir, il dit, par contre, c'est 50% de magie, 50% de service. Je dis, putain, mais c'est pas possible, il y a toujours des assiettes dans mes projets, c'est vraiment de la merde. Et finalement, en fait, je faisais semblant d'être pas très adroit avec les assiettes, donc très vite, ils m'ont dit, bon, vas-y, fais tes cartes là, parce que ça va pas du tout. Et donc, j'étais magicien. Voilà, c'était le début. C'est laborieux, hein. Non, c'était le début, c'était important, au contraire, c'est comme. Et c'est pas par magie que vous êtes arrivé, justement, à cette profession. On va évoquer. Il a fallu en casser des assiettes, hein. Oh, vous cassez la baraque, mais sur scène uniquement. Ah, ça, c'est gentil. Alors, une autre date importante, mais qui ne vous concerne pas, mais qui va vous rappeler quelque chose, c'est le 15 avril 1983. À tout de suite sur Sud Radio avec Gus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gus. Vous entendez le bruit de ces cartes, vous les voyez sur notre chaîne YouTube. À partir du 23 décembre, vous êtes au Folies Bergères, entre deux tournées dans toute la France, qui est affiche complet. Alors, on a évoqué vos débuts dans la magie difficile. Et il y a un autre magicien qui vous a marqué. Et il y a une date qui est liée à ce magicien. Le 15 avril 1983, David Copperfield fait disparaître la Statue de la Liberté. Et ça a été un événement mondial. C'est vrai, c'était en 83. Ouais. Donc moi c'était 6 ans avant ma naissance. Ouais. J'étais même pas encore un petit spermatozoïde. Ouais. Mais vous c'est n'étiez qu'un regard dans le lycée de votre père. Mais c'est vrai que c'était incroyable, ça a fait un bruit. Même en voyant les vidéos sur YouTube 20 ans plus tard, c'est vrai qu'on voit l'émotion des gens, les articles qui ont été faits, mais malheureusement on a plus ça parce qu'aujourd'hui avec la rapidité de l'information et les réseaux, le fait que parfois certains divulguent des tours ou quoi, on peut plus avoir cette culture de l'instant qui était exceptionnelle. C'est-à-dire que il a fait disparaître la Statue de la Liberté. Oh non, c'est pas vrai. Si t'étais là, tu l'as vécu. Si t'étais pas là, en fait ça reste un fantasme. Et ça c'est un truc que j'envie un petit peu de cette époque. Non pas que je vais faire disparaître la Statue de la Liberté, je m'en fous complètement. mais c'est vrai que c'était chouette quand même. Ce qui se passait. Et David Copperfield, ça vous a marqué parce que finalement, il a marqué toute une époque. Oui, en fait, David Copperfield, il est
très grand magicien, et surtout il a une équipe autour de lui qui est absolument formidable. Il a le meilleur créateur d'illusions, il bosse avec les meilleurs fabricants à Las Vegas, il a des auteurs exceptionnels, il va chercher les meilleurs parmi ses auteurs. Par exemple, il y a un Français qui s'appelle Benoît Grenier, il est venu le choper parce que il bosse aussi pour Disney, donc il prend les meilleurs un petit peu de partout et il se fait une cour de 60-100 gars qui sont les meilleurs cerveaux pour fabriquer le plus beau spectacle. Alors je ne remets pas du tout en question son talent, mais en plus d'être très bon magicien, il a ce talent de s'entourer admirablement bien. Et donc voilà, c'est un petit peu comme si notre Mozart, à nous, il était encore vivant. Voilà, et il a commencé à 5 ans dans les anniversaires, je ne sais pas si vous le savez. Et à 12 ans, il était le plus jeune magicien des États-Unis. C'est extraordinaire. C'est fou, ouais. Alors, vous ne l'avez jamais rencontré? Si, je l'ai rencontré une fois après son spectacle. Et après, c'est une rencontre de David Copperfield après son spectacle, c'est assez rapide. Hein. C'est-à-dire que déjà, on est 10 gars. Moi, c'est parce que je suis copain avec Benoît Grenier qui travaille avec lui. Je dis, est-ce que tu penses que je pourrais faire dédicacer mon bouquin, machin? Et donc, on arrive, il fait bonjour avec le même serrage de louche et le même sourire à chacun des gens. Il signe le livre, je suis un copain de Benoît Grenier. Il dit, ta gueule, regarde l'appareil, souris et ça dégage. Après, c'est un grand moment parce que moi, c'est quelqu'un que j'admire. Mais malheureusement, j'ai pas pu trop lui dire. Alors, la femme, le boulot, les enfants, ça roule, ça se passe bien, c'est une bonne période pour toi en ce moment. T'es content, c'était complet, c'est bien, c'est une petite recette. Là. À l'époque, avec Louisa Schiffer, moi, quand je l'ai rencontrée, qui était derrière lui, qui ne bougeait pas derrière lui, elle n'avait pas l'air très heureuse d'ailleurs. J'espère qu'elle était heureuse, mais c'est vrai que ça, c'était fou quand même. Alors, il se trouve qu'il a révolutionné la magie, mais vous aussi, à votre façon, avec moins de moyens, vous faites partie de ceux qui ont fait évoluer la magie. Le ça, temps c'est sympa, Jacques. Merci. Non, mais, le temps où il y avait ce qu'on appelait les sauteuses de bois, c'est-à-dire ces femmes qui étaient là avec le sourire à côté du magicien, c'est fini. Ouais, après, c'est vrai que c'est toujours un peu dur de. Il y en a qui disent par exemple qu'il y a des magiciens qui dépoussièrent et tout, mais ça, je trouve ça un peu rude parce que la magie, elle est à la mode. Elle est à la mode de chacune des époques. Et ce qu'est la magie aujourd'hui, c'est grâce à tous ces gens qui ont fait danser des meufs en maillot de bain à droite pendant qu'on faisait apparaître un lama à gauche. Je sais pas si c'est une vraie mise en scène qui existe. Hein, celle-là, je l'ai un peu imaginé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. À cette époque-là, c'était pas ringard, c'était ça la culture du spectacle, c'était les paillettes, c'était des femmes pas très habillées et il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, qui est évidemment 1000 fois mieux pour la condition de la femme en général. Mais c'est très gentil de dire que j'ai participé à moderniser, mais je pense que c'est vraiment un mouvement global. C'est que juste les codes ont changé, les modes ont changé. Et heureusement, la place de la femme a changé dans notre société, quoi. Alors, il se trouve aussi que vous avez commencé discrètement en travaillant pour les entreprises. Vous avez dit à vos parents, je me donne 2 ans d'essai. Oui. Et sans ça, je reviens à la maison. En gros, c'est ça. Bah non, c'est pas. En gros, je reviens à la maison. Parce que sinon, on m'aurait dit, quoi qu'il arrive, c'est non. Ils auraient changé la serrure. Ils auraient dit, mon loulou, t'as 20 ans, maintenant tu fais ta vie, mais ça suffit les conneries. Non, mais parce qu'en fait, je me voulais un peu rassurant. Après, mes parents, on a une super relation, ils m'ont toujours fait confiance. Mais c'est vrai que je me mets à leur place. J'ai fait 5 ans d'école de commerce. Je découvre la magie et je passe littéralement mes journées à mélanger mes cartes, à dire, attends, tu vas me dire si tu comprends. Ça, donc c'est vrai que je suis devenu complètement obsédé par la magie et toqué. Et je veux pas non plus. Je voulais pas dépendre de mes parents une année de plus. Ils m'avaient beaucoup aidé pour l'école de commerce. Mais en disant ça, secrètement, je savais, parce que j'avais déjà travaillé un petit peu en saison à la montagne, à Saint-Tropez, et je voyais bien qu'il y avait, je sais pas comment dire, peut-être pas un vrai métier, mais un marché pour travailler pour des entreprises, des privés, tout ça. Et la vérité, c'est que je leur ai dit, je me laisse 2 ans, mais qu'au bout de 4 ou 6 mois, j'avais plus de travail que j'aurais imaginé en avoir dans 10 ans, quoi. Alors, il fallait quelquefois se déplacer, faire 600 km pour une demi-heure de magie. Ouais, mon record, je pense que c'est 800 bornes pour 3 minutes de magie. Ah oui. Est-ce que vous faisiez les entreprises, les mariages, tout? Non, parce que là, en fait, à cette époque-là, je rêvais de faire le plus grand cabaret de Patrick Sébastien. Oui. Et j'ai un copain restaurateur qui s'appelle Norbert, qui est plus là malheureusement aujourd'hui, qui habite à Carcassonne, et qui me dit, j'ai le bras droit de Patrick Sébastien qui vient au resto ce soir. Je pense que si tu le fais un tour, ça peut être une place pour toi dans l'émission. Enfin, tu peux avoir ta place. Oui. Et donc je suis en train de faire un tennis avec des copains en double, et il est 15h à Lyon. J'ai dit, écoutez les gars, je suis désolé, je me casse, vous jouez à 3. Oui. Et j'ai fait mes 4 heures de bagnole. Je suis arrivé. En plus, je suis arrivé, ils avaient mangé, ils avaient déjà mangé le plat, donc timing parfait. Donc sortie de ma bagnole, garée devant le resto, hop, c'est ta carte, hop, elle remonte sur le dessus, hop, elle est dans ma chaussure, hop, elle est au plafond. Bon merci beaucoup, il s'appelle Jean-Pierre. Et je lui ai fait croire que j'étais dans le coin d'ailleurs, évidemment. Classique. C'est fou que tu sois là parce que figure-toi que je mangeais juste en face. Et après, je fais mon numéro, et tu sais, quand tu fais de la magie, tu as un truc un peu, une émulation, un truc un peu festif en toi qui fait que t'es toujours dans l'énergie. Et moi, je lui serre la main, je dis au revoir à mon pote et j'allais me rebarrer pour 4 heures de bagnole. Ouais. Et là, mon pote restaurateur me dit, mais non, mais assis-toi, je vais te faire une bonne viande, un bon truc, machin et tout. Donc ça s'est transformé en soirée un peu plus festive que juste 3 minutes de magie, mais. Ouais. 8 heures de bagnole. Et le grand cabaret? Ah non, j'étais pas pris. Voilà. Je l'ai fait des années plus tard grâce
grâce à Vincent Stark qui s'occupait de la presse à l'époque pour moi et je lui avais dit je rêve de le faire et tout. Elle avait bataillé, elle avait réussi à me faire entrer dans l'émission. Mais non, pas du tout. Non, il m'avait dit c'est super, mais il m'a vraiment dit c'est super comme la viande du soir était super, quoi. Voilà. Alors, ils sont tapés complet. À l'époque, vous faites toutes sortes d'animations. Il y a le Roi Merlin qui vous engage. Il y a ces soirées où vous devez faire une demi-heure pendant que les gens dînent. Ça, alors ça, c'est l'enfer. C'est cérémonie des vœux, le Roi Merlin, à Rethel, en banlieue de Reims. Oui. Et on me dit... tu fais après le plat, mais t'inquiète pas, ça va être... Après, il y a soirée dansante, donc il va être chaud, tout ça. Et c'est une de ces soirées où, malheureusement, pour les organisateurs, ça ne prend pas. Mais pas du tout. Il y a 2-3 animations, personne n'écoute. Et en plus, le traiteur, c'est le film Le Sens de la Fête. Il n'y a rien qui part, tout est en retard. Je devais passer à 22h30. À minuit, je finis par leur dire, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je vais le faire, le spectacle. Je vous le dis juste pour vous. Il y a déjà des gens qui se lèvent et qui s'en vont, et c'est pas des gens qui vont fumer. On reconnaît l'énergie. Quand tu prends et ton manteau, et ton sac à dos, et ton machin, c'est que tu te casses, en fait. Tu dis, non, le spectacle, c'est important, on va payer la presta. Je dis, mais il n'y a pas de problème. Je la fais, la presta. Et je finis par faire la presta, donc après le plat, mais on est à, minuit 45. On entend il n'y a pas de couvert, mais les gling-gling sur les verres, les assiettes de fin de repas. Et personne n'écoute. Et du coup, c'est vrai qu'avec mon pote qui est régisseur avec moi sur scène, on vit un peu, on fait le spectacle, mais pour nous deux, on sait qu'on est en train de se créer un souvenir. Donc, non, mais à un moment, je le fais, je dis, pensez à un super-héros, donc le mec pense à Superman, et j'agite un drap, et mon pote sort d'un grand cadre, et il y a l'apparition de Superman, mais avec des lumières, une musique, un truc, enfin, c'est un numéro de spectacle, c'est chiadé, on a essayé de faire un truc sympa. Et ça fait, monsieur, quel est votre truc ? Et je me rends compte qu'il m'écoute plus parce qu'il est en train de bouffer. Je dis, Superman. Je fais la musique, c'était Imagine Dragons, donc une musique qui met un peu d'ambiance. Bam, apparition. Je sors, je fais Superman, mesdames et messieurs. Mais pas d'applaudissements, toujours les. Et ok, et après finale avec le harpon, je tire à côté de la cible, tout tombe. Et le pire, c'est que personne me dit, vous avez eu un problème sur le final ? Ben non, tout le monde s'en foutait. Mais c'est arrivé à Michel Leb, il faisait son numéro de machine à écrire tiré de Jerry Lewis dans le cabaret, personne n'écoutait. Et un jour, il est tombé, c'est la seule fois où le public s'est aperçu qu'il y avait quelqu'un sur scène. Ah oui, c'est dur. Hein. Alors, vous parlez de musique, il y a une musique aussi qui vous a marqué. Elton John, car vous avez rencontré Elton John, je crois. Oui. Ouais, gros coup de chance, c'est quand je travaillais à Saint-Tropez en saison. Oui. Et il y a une cliente qui s'appelle Lily, qui malheureusement est décédée il y a 2 ans, qui une personne très fortunée, qui m'a appris un petit peu, je faisais partie un peu de la cour des gens festifs qui amusaient ses invités. Et elle avait son bateau, donc bateau mais 3 étages, en face du Sénéca à Saint-Tropez, donc on est vraiment sur un immeuble flottant. Oui. Et un jour, son majordome me dit viens bien habillé parce qu'aujourd'hui il y a une célébrité, enfin quelqu'un, tu vas être content d'être bien habillé. Sauf qu'à Saint-Tropez, tout le monde dit ça, puis on se retrouve avec un gars, des anges de la télé, de quelque chose de truc, et on est moins excité que d'autres personnes. Et je dis vas-y, dis-moi. Et il me dit c'est Elton John. Donc là, dans ma tête, voilà, vraiment, tout remonte. Walt Disney, toutes les chansons, je me dis ok, là vraiment c'est ma chance de je sais pas quoi, mais il faut que je sois bon ce soir. Et quand je monte, c'était au 2e salon, 2e étage, il y a Elton John, son mari, ma cliente et les 2 enfants de Elton John et David truc. Et bref, je fais un numéro, et donc en fait tout de suite, en plus, moi quand j'arrive, j'ai envie de dire wow, incroyable Elton, vous pouvez me signer mon t-shirt du Roi Lion, mais non, il faut que je fasse un numéro. Donc j'arrive et puis je fais bonjour Lily, machin. Hi Elton, how are you? Pick a card Elton. Et dans ma tête je me dis putain, mais j'ai dit pick a card Elton, quoi, c'est complètement dingue. Déjà là c'était fou, je m'en foutais de la retrouver, j'avais dit pick a card Elton, ça me suffisait. Et comment il a réagi? Hyper bien, je lui ai piqué sa hublot. Et on a fini le spectacle parce qu'en fait, on a fait un premier spectacle et après ils sont allés au 3e étage qui est l'étage à ciel ouvert. Ouais. Hein, voilà, on est toujours sur un bateau. Et à ce moment-là, il y a des paparazzis qui ont vu qu'il était là. Et tout d'un coup, noir de monde sur le port. Mais noir, c'est-à-dire qu'on ne peut plus circuler sur le port. Et c'est le moment de partir. Donc là, lui, il est sur le deck en bas. Moi, je réalise que j'ai oublié mon matos là-haut. Donc je remonte. Et je suis au 3e étage tout seul. Et je vois Saint-Tropez rempli en train de regarder en direction du bateau. Donc quand on est un petit peu mégalo, on se dit écoute. Et je pense à Spike dans Coup de foudre à Notting Hill qui fait le con devant les photographes à Londres, là, devant la porte bleue. Et donc je commence à faire un peu mon Spike en disant bonjour, tu sais, comme un peu la reine d'Angleterre. Je fais coucou, je prends des selfies et je vois les gens qui se marrent parce que eux ils attendent Elton John et ils voient un débile profond en train de faire coucou. Et tu sais, j'ai les photos d'ailleurs, faudrait que je les retrouve, faudrait que je les ressorte. Mais très bon souvenir. Et alors, il se trouve aussi que vous voliez des montres à l'époque. Ouais, je volais beaucoup de montres parce que, de toute façon, je faisais la magie avec un minimum d'objets sur moi parce que j'avais appris
de mon restaurant libanais où j'avais 10 jeux de cartes pour servir des assiettes et des bouts de pain et j'avais l'air con. Et donc j'essayais d'être un peu minimaliste, habillé pas comme un magicien pour surprendre les gens quand ça arrivait. Et donc le plus simple, c'est de faire de la magie avec des objets qui nous appartiennent pas. Donc je piquais des montres et après je les faisais apparaître. Donc mon truc scénario, c'était vraiment je piquais la montre du gars-là, je montrais la montre au-dessus de sa tête pour que tout le monde voit que j'ai volé la montre et que c'est du spectacle. Parce qu'avant je faisais plus discrètement, mais j'ai failli me prendre une patate une fois, donc j'ai réadapté ma mise en scène. Et donc là, les gens devenaient mes complices, mais je disais chut, et après je faisais apparaître un cadeau et je disais voilà, on voulait te faire un cadeau, mais on n'était pas sûr de ta taille. Bref, on va t'offrir quelque chose qui t'appartient déjà. Puis là, il ouvrait son cadeau, il disait, parfois il mettait 2 minutes à comprendre. Bah c'est vrai qu'elle est super, c'est mes goûts. Oh putain, c'est ma montre. Et voilà. Mais moi, j'ai connu en classe, mes jeunes années, un garçon qui volait des montres dans le métro. Il se débrouillait et il revenait tous les jours à l'école avec une montre différente. C'est pas si compliqué que ça. Après, le métro, c'est pas le même métier. Mais j'apprécie la comparaison, mais. Alors, c'était une époque aussi où justement il y avait une vraie folie dans tout ça. Les magiciens, on les regardait avec passion. C'était des tours à table. Il n'y avait pas la technologie, c'était ça. On était en face de la personne. Ouais, vous parlez de mon époque, là. Oui. D'accord, ouais, non, tout d'un coup, je me suis dit, c'est vrai que je suis un dinosaure, mais complètement. Non, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux aussi développés qu'aujourd'hui. Oui. En tout cas, il n'y avait pas toute cette jeune génération qui fait de la magie sur les réseaux et qui fait de la magie. D'ailleurs, c'est de la très bonne magie, c'est juste des codes totalement différents. Et c'est un peu déroutant pour. Tu vois, moi, j'ai 35 ans, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de gens de 40, 45, 50, la génération au-dessus. Et donc, je regardais leurs VHS à l'époque, ou après les DVD très vite. Et c'est très différent des codes d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y avait aussi un peu cette culture de l'instant, on faisait de la magie à table, ça existait pendant 10 minutes, et on pensait pas... Aujourd'hui, on me dit attends, mais si tu fais un tour à un tel, bah demande à quelqu'un de te filmer. Et machin. Je dis, attends, c'est hyper bizarre. Je vais dire, bonjour, attends, bouge pas, excuse-moi, t'as mis au point. Alors, on est avec Michel, truc. Donc, c'est vrai que c'est une autre. Ça a plein de bons côtés, hein, les réseaux, et ça permet de faire émerger des talents formidables qui seraient peut-être pas forcément sortis à la méthode d'il y a 15 ans. Mais c'était complètement différent, oui. Eh ben, ce qui est différent aussi, c'est le spectacle que vous proposez au Folies Bergère à partir du 23 décembre. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gus. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gus, qui est en train de faire des tours de cartes, je le dis, pour celles et ceux qui nous regardent sur YouTube. Et vous avez complètement planté le truc, vous avez raté, il y a une carte qui s'est envolée. Ça, c'est un petit rituel que j'avais avant le premier spectacle, c'est assez technique, c'est si elle rentre dans l'éventail, ça va être un très bon spectacle. Micro, ça va être une bonne interview. Bon, merci. Alors, il se trouve que le 23 décembre, vous êtes aux Folies Bergères, oui, avec un spectacle qui s'appelle Givré. Et vous avez ce côté givré, mais il y a une raison, c'est qu'en dehors de la magie, vous avez toujours eu la passion du ski. Oui, complètement. D'ailleurs, j'ai organisé ma vie un peu autour de ça en sortant de mon école de commerce. J'ai fait de la saison à Val d'Isère l'hiver. Donc pendant 2-3 mois, je me débrouillais pour pouvoir être logé à la montagne et je travaillais dans des restaurants et des hôtels au pourboire. Et je skiais tous les jours. Donc mon programme, c'était ski le matin. Je commençais à travailler à la Folie Douce vers 13h, oui, jusqu'à 15h, 15h30. Je voulais pas aller jusqu'à 16h, 16h30 parce que sinon après, pour les dernières remontées, on casse un peu la dynamique du ski. Et après, je skiais encore 1h30. Et le soir, j'allais bosser dans des hôtels et tout ça. Donc, et c'est pour ça que vous avez choisi de monter ce spectacle qui est assez particulier parce qu'on est aux Folies Bergères sur une scène qui est une station de ski. Exactement. L'idée, c'était vraiment de créer un décor de montagne dans une salle de théâtre, pardon. Et c'est aussi un prétexte parce que ça m'a permis de créer des tours de magie qui sont complètement inédits et qui n'ont jamais été vus. Donc, par exemple, mes régisseurs sont habillés en pisteurs secouristes. Ils disparaissent dans une avalanche, réapparaissent à un autre endroit. Je fais apparaître une télécabine sur scène. Donc il y a quelques très gros numéros qui sont encore plus fou, je dirais, que ce qu'il y avait dans mon premier spectacle, mais avec toujours l'ADN de ce que je fais, c'est-à-dire un truc très humoristique avec des gens qui montent sur scène, avec de la poésie, tout, enfin, mon style, mais un peu upgradé en mode Folie Bergère, deuxième spectacle. Alors, il y a des skis sur scène. J'ai dit mon style upgradé. J'ai eu envie de me foutre une taloche. Pourquoi ? Et j'ai dit taloche. Oui, pourquoi ? Deuxième erreur. Non, mais parce que vraiment, faut arrêter avec ces On dit anglicisme. Oui, moi je comprends pas l'anglais de toute façon. Oui, mais anglicisme, c'est un mot français. Oui, c'est un mot français. Reste avec moi, sinon là, on va pas y arriver. Déjà que j'ai des conneries. Anglicisme, c'est un mot français, mais tout ce qui est anglais, j'ai du mal. Déjà, j'ai déjà beaucoup de mal avec le français, donc c'est un autre débat. Je trouve que tu t'en sors très bien. Ton français est top. Jusqu'à maintenant, en tout cas, j'avais pas remarqué. Oui, c'est parce que je fais attention, voilà. Et parce que je me modère. Donc, en fait, ce spectacle, il y a quand même sur scène des remontées mécaniques. Arthur Junio, qui a mis en scène le spectacle, dit qu'il y a une remontée mécanique chez vous.
Alors oui, j'ai un télésiège dans mon salon, un télésiège 2 places. Oui. Parce que quand je dis ça, on pense que je vis dans un 300 mètres carrés en triplex avec vue sur la Tour Eiffel. Pas du tout. J'ai un tout petit télésiège 2 places qui est calé sur un mur, mais qui a vraiment de la gueule. Vous voulez que je vous montre une petite photo ? Ah oui, à la radio, c'est très bien. C'est vrai que ça n'a aucun sens en radio. Je vous la montrerai après. Exactement. Autant pour moi. Alors, il se trouve ce spectacle, il y a aussi des skis qui sont des skis qui vous ont appartenu. Oui, tout à fait. Oui, alors j'ai la télécabine qui apparaît est des années 80. Donc les skis qui sont dans la télécabine sont des années 80. Parce que je veux que tout soit vrai au niveau du matos. Personne ne le remarque et beaucoup de gens s'en foutent. Mais pour moi, c'est important qu'il y ait une vraie cohérence pour les gens qui connaissent la montagne trouvent ça cool. Et quand on connaît pas la montagne, on trouve ça juste joli et ça fait un beau décor. Il y a les moufles aussi qui sont d'époque. Alors les moufles d'époque... c'est ce que je dis dans le spectacle, mais j'ai peur que ce soit un mensonge. Ah oui, bon. Je peux vous le dire, Jacques ? Oui, allez-y. C'est un mensonge. C'est un mensonge, mais enfin, c'est acceptable puisqu'on est en pleine magie, de toute façon. Alors, ce spectacle, vous avez pris Arthur Junio pour travailler avec vous, c'est une complicité. En fait, il y avait personne d'autre de dispo. Et non, j'ai toujours rêvé de bosser avec Arthur Junio. À l'époque, j'avais vu son spectacle, enfin le spectacle qu'il a mis en scène qui s'appelle Magicien, tout est écrit, que j'avais adoré. Il a beaucoup bossé avec un mec qui s'appelle Jean-Luc Bertrand aussi. Et je me suis toujours dit que j'aimerais bosser avec ce mec, sauf que je suis arrivé à Paris comme un petit provincial en calèche, ne connaissant personne. Et on s'est rencontrés grâce au festival à Saint-Gervais et plus tard au Mandrake d'Or. Et bref, je lui ai proposé le spectacle et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes passions pour les sports de glisse, les conneries en général. Et ça marche très bien parce que moi j'ai plein d'idées un peu farfelues tout ça. Et lui, en plus d'être créatif, il arrive vraiment à me donner un cadre et faire que ça soit magique, soit drôle, soit les deux en même temps. Donc je pense que grâce à lui, le spectacle est vraiment devenu 1h30 de magie et de rigolade menée tambour battant, qu'avec moi j'aurais pu faire un petit peu des détours par des histoires où on se serait dit mais non, qu'est-ce qu'il nous raconte ? On s'en fout, non ? Bah oui, on s'en fout. Bon bah alors. Alors, il se trouve que les skis sont dans les années 80, mais on oublie un peu que les premiers skis, et moi j'ai connu ça dans mon enfance, c'est la génération Émile Allais. Émile Allais qui a inventé la méthode de ski française, des skis parallèles, et qui a été le premier à porter des pantalons à fuseau aérodynamique qui lui ont permis de gagner des compétitions. Ça, je l'apprends. Et ben voilà. Et ça, toute une génération a marché avec les skis Émile Allais, aujourd'hui totalement dépassés. C'est pour ça que vous avez un costard un peu fuseau, j'ai vu quand vous êtes exactement, rentré oui. avec un peu pas de def. Exactement, oui. C'est la classe. C'est mon côté années 70. Alors, il se trouve qu'il y a aussi des panneaux très importants, car les panneaux à la montagne ne sont pas les mêmes que les panneaux en ville. Oui, non, parce que y a pas de ralentisseur sur les pistes, par exemple, il n'y a pas de rond-point, effectivement, sinon ça n'aurait aucun sens. Des panneaux indiquant un risque d'avalanche. Oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'avalanche sur les routes, oui. Jacques. Non. Non, pourquoi il y en a dans le spectacle ? Oui. Parce que ça participe à créer de toute l'ambiance. En fait, il y a un numéro où je parle justement d'une frayeur que j'ai eue, où j'ai failli être embarqué dans une avalanche avec un ami. Donc j'ai mon pote secouriste qui joue le pote de l'époque. Enfin, personne n'est parti dans l'avalanche, mais bref. Et je raconte tout ça. Et il y a vraiment comme une avalanche, alors imagée, parce que ça serait pas très écolo de faire une vraie avalanche de vraie neige dans chacun des théâtres où on joue. Mais c'est comme ça que je disparais et réapparais à un autre endroit dans la salle. Donc c'est ça que je vous disais, où le thème de la montagne, c'est devenu un prétexte à réhabiller, refaire des numéros qu'on a pu voir d'une certaine manière, une transposition, disparaître à un endroit, réapparaître ailleurs. Je ne l'ai pas inventé, mais mis en scène comme je l'ai fait avec Arthur, avec toute cette ambiance de montagne, c'est quelque chose qui est complètement nouveau. Et un autre Arthur justement qui a compté dans votre vie, car il vous dit beaucoup, c'est Vendredi tout est permis. Ah oui, ça compte, oui. Car il vous a repéré à Saint-Tropez, et à votre surprise, il vous a engagé ensuite. Mais oui, parce que moi, il m'a dit... Alors là, j'ai fait tomber 3 cartes. Là, les auditeurs, excusez-moi, mais il faut absolument que parce que si le jeu n'est pas complet... Je vais faire un AVC. Voilà. Je vous regarde. Au bruit, on entend que... Le jeu est complet. 52 cartes, ça fait plaisir. Oui, effectivement, j'ai rencontré Arthur sur une plage, un restaurant de plage à Saint-Tropez, une espèce de boîte de jour, un truc où je bossais. Et après avoir fait un passage, j'ai eu la chance qu'il était avec des potes à lui de Saint-Tropez que je connaissais, à qui j'ai déjà fait de la magie. Donc ils m'ont un peu mis l'ambiance. Vas-y, écoute, tu vois, c'est sympa ce qu'il fait. Donc j'ai un Arthur qui m'impressionne, mais qui est tout oui. Et pendant 5 minutes, on fait de la magie. Et il me laisse sa carte en disant qu'il va me rappeler. Sauf que moi, on me dit ça à l'époque 50 fois par jour. Parce que je fais toutes les tables. Moi, même les gens qui me refusent, je me débrouille pour faire quand même un spectacle à leur table. Insupportable. Oui, il faut que je progresse, Jacques. J'étais obligé. Et donc, il me dit, je vais te rappeler. Je lui dis, il me rappellera jamais. Et 1 mois plus tard, son assistante m'appelle et me donne rendez-vous dans son bureau à côté de l'Arc de Triomphe. Et je me souviens que quand il m'a donné sa carte, qu'il m'a dit je vous rappellerai pour tel truc, je lui avais répondu vous le ferez jamais, mais ça me touche que vous le disiez. Ouais. Et donc quand on s'est rencontrés dans son bureau, sa première phrase c'était alors je t'avais pas dit que
Et ben là, j'étais tout con et j'ai dit ah bah oui, hein, merci monsieur. Et résultat, ça vous a donné une audience à la télévision avec, en particulier, Vendredi tout est permis. Oui, bah, j'ai eu une chance folle en plus qu'à l'époque, il était en train de créer le concept diversion, donc le prime sur la magie ultra moderne, là, qui ressemble un peu au film Insaisissable dans le style. Et donc j'ai fait Vendredi tout est permis. Je continue de le faire. J'en suis à je crois 72 émissions avec lui. Donc c'est une histoire d'amour qui dure. Oui. Et donc il y avait ça en parallèle diversion. Et à la base, il m'a contacté pour faire de la magie dans ses émissions. Et moi, mon rêve, c'était qu'il produise mon spectacle. Oui. Mais je me suis rendu compte au bout de quelques semaines que lui, il savait pas que j'avais un spectacle. Et il a autre chose à faire que de se demander si les gens ont des spectacles. Et donc, un jour, un vendredi soir, je me souviens, vers 18h, après une réunion de travail sur Diversion, j'ai dit, vous savez, j'ai un spectacle, j'aimerais beaucoup vous montrer tout ça. Et il se trouve qu'il y a la personne qui gère les spectacles à l'époque qui descend d'un autre bureau, qui s'appelle Fred Bauer. Et Arthur dit, ah ben non, Gus, là, qui fait VTEP, il a un spectacle, apparemment, on organise un showcase, ça serait bien. Donc, c'est un spectacle un peu test avec des gens du métier. Et on fait un showcase 3 mois plus tard. D'ailleurs, à ce moment-là, j'avais pas vraiment de spectacle, enfin, c'était pas carré, donc il a fallu que je me bouge le cul. Et à la fin du showcase, il me dit, c'est super. Et moi, je dis, mais attendez, mais c'est super, vous changez ma vie et on va faire un spectacle ensemble, ou c'est super, je vais au sport, j'ai autre chose à foutre. Il dit, non, c'est super, on va commencer en septembre. Oui. J'ai dit, ok, donc là, vraiment, la décision qui change ma vie, vraiment, c'est fait avec cette émotion-là de est-ce que tu en veux un petit peu de sucre dans ton café? Et faisons comme ça, c'est formidable. Merci. C'est comme ça que c'est fait. Et résultat. Une simplicité, vraiment. Mais il est vraiment, je dis ça en rigolant, mais il est tellement passionné de spectacle, je me sens très reconnaissant d'avoir croisé sa route à ce moment-là. Il se trouve qu'en plus, vous êtes aux Folies Bergères du 23 au 28 décembre, vous êtes en tournée jusqu'au mois de juin. Je crois que la dernière date, c'est le 7 juin à Marseille. C'est même juin 2027. Voilà, donc on est tranquille. Et il se trouve que vous avez progressé depuis les premiers spectacles. À chaque fois, il y a eu du nouveau. Il y a eu le Palais des Glaces, ce qui est normal avant Givré. Bien sûr. Et vous avez progressé petit à petit. Vous avez mis au point le spectacle d'aujourd'hui à travers différents essais. Oui, mais en fait, on a toujours rajouté des choses. En magie, on peut pas vraiment... Les humoristes en général font ce qu'ils appellent des tournées de rodage, qui sont des spectacles pas au rabais, mais juste moins aboutis que 8 mois plus tard. Nous, en magie, il y a tellement de conditions techniques compliquées qu'on est obligé d'être en fixe quelque part. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'être au Palais des Glaces pendant 3-4 mois. Et c'est vrai qu'au début, les numéros existaient, mais toutes les interactions, l'humour, tout ce qu'on a rajouté aujourd'hui, je pense qu'on a rajouté largement un truc par spectacle. Donc aujourd'hui, j'ai une commode avec des impros, des choses que j'ai vécues, plus ce qui arrive tous les jours à chaque spectacle, qui fait que le spectacle n'est plus du tout le même que si les gens sont venus au Palais des Glaces. En plus, on va rajouter un numéro vraiment inédit pour les Folies Bergères, un truc que j'ai jamais fait nulle part. Donc je suis un peu excité. Et il y a une guitare aussi qui apparaît et qui disparaît. Et oui, il y a une guitare qui vole, qui me maltraite. Voilà. Alors ça, c'est le spectacle, mais en même temps, vous dévoilez certains tours dans un livre que vous avez sorti. Et ce livre, 30 tours de manipulation, 30 tours de manipulation, il y a plein de secrets dévoilés. Oui, alors ça, c'est une idée qui est née pendant le Covid, parce que j'ai un éditeur à l'époque qui me disait, qui me proposait de faire un livre. Et moi, j'avais répondu bêtement, j'ai encore trop de choses à apprendre pour apprendre des choses aux autres, donc on en reparlera dans 10 kilos. Et, parce que j'ai du mal à prendre du poids. Oui. Et pourtant, vous êtes un magicien de poids. Et vous n'en faites pas 10 kilos. En fait, on va monter un duo, Jacques. Je pense. C'est ça qui va se passer. Profitez bien de la dernière interview. Ça commence ce soir. Oui. Et bref, quand le Covid est tombé, le confinement, c'était finalement les planètes se sont un petit peu alignées. J'ai eu beaucoup plus de temps libre et j'ai eu vraiment plaisir à le faire parce que j'avais un petit groupe sur Instagram avec des jeunes magiciens que je croise après le spectacle qui me disent comment tu fais tel mouvement, tel truc, où je faisais un peu des vidéos explicatives de certains trucs que j'avais appris ou parfois inventés. Et je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de filer ça un peu à tout le monde, ceux que ça intéresse. Et finalement, ce livre a bien marché. Vous avez un rêve, je sais, c'est de faire un jour du cinéma. Ah oui, j'aimerais bien, oui. Vous allez me le proposer maintenant là ? Non, je ne suis pas du genre à faire du cinéma, mais il se trouve que vous avez tourné dans quelques séries de télévision déjà. Oui, j'en ai fait quelques-unes. J'ai tourné dans I3P avec Marc Lavoine. Camping Paradis. RIP avec Claudia Tagbo et Antoine Dignan. Enfin oui, j'ai eu quelques expériences. En plus, Camping Paradis, c'était génial parce que celle qui jouait ma femme dans l'épisode était ma femme de la vraie vie. Oui. Donc vraiment, pour jouer Je t'aime, c'était assez naturel. Ça, c'était D'ailleurs, le problème, ça a été le Covid, où vous avez dû trouver une bague pour le mariage et que tous les bijoutiers étaient fermés. Comment vous savez ça ? J'ai renseigné. C'est vrai que, alors, pour acheter une bague pendant le Covid, donc ça, c'est vraiment une histoire, je pense que quand je vais la raconter à mes arrière-petits-enfants, ils vont me regarder comme un abruti, mais en plus, à ce moment-là, on n'a aucune raison de sortir de chez nous parce que tout est fermé. Sauf que moi, j'ai organisé un voyage un peu traquenard dans le sens où
Est-ce que je peux raconter ça? Oh oui, allez-y. Sud Radio, c'est parlons vrai, donc allons-y. Ok, bah on va parler complètement vrai. À ce moment-là, je veux demander ma femme en mariage, mais j'aurais aimé faire un petit week-end quelque part. Je voulais faire un truc un peu festif. J'ai la chance d'avoir bossé au Club Med pendant longtemps, et j'appelle une personne qui s'appelle Myriam Cabouche, extraordinaire, avec qui j'ai fait des centaines de prestats. Et je dis, est-ce que tu peux me faire partir quelque part? Je voudrais demander ma femme en mariage. Et puis on passe notre journée dans le salon. Ça me saoule de dire, tu veux regarder quoi comme série ce soir? Et en fait, tu veux m'épouser pendant le... Et elle m'a dit, bah vas-y, je te fais partir une semaine. Donc ma femme était mon régisseur son et lumière, parce qu'il fallait être déclaré en tant que professionnel pour quitter le territoire. Je vais finir en prison. Et donc on part, et pour préparer ce voyage, je veux absolument acheter une bague. Et j'avais zappé que déjà, aller faire des courses, je peux plus dire à ma femme je vais faire des courses, tout est fermé. Donc je lui fais croire que je veux acheter un maillot de bain. Enfin alors moi vraiment je suis pas très fringue, donc elle comprend pas que je parte 4 fois en une semaine essayer des maillots de bain à travers ça n'a aucun sens. Et parce que la bijouterie, bref, faut prendre rendez-vous, tout ça. Et je finis par avoir un rendez-vous dans une bijouterie que j'avais repérée, qu'on m'avait conseillé, machin. Et je vais pour rentrer, et la personne me laisse pas rentrer. On a rendez-vous, mais ça se passe à travers la vitrine. Et donc en plus, on s'entend pas. Et je dis, alors, vous avez pas la même en plus petit? Et puis alors, on n'entend pas, donc soit on s'appelle, mais ça passait pas dans la boutique. Donc je lui mime, je fais, mais là, dis ça plus gros parce qu'à cet endroit-là, peut-être parce qu'elle a une autre. Ça n'a aucun sens, vraiment, une scène de mime ridicule. Et donc j'ai réussi à acheter la bague comme ça et on part. Et il y a eu pas mal de péripéties galères, mais je pense que là vraiment, si vous voulez vous coucher un moment ce soir, faut qu'on passe à la suite. Non, donc, on reviendrait dans les clés d'une vie pour en parler, parce que vous avez tellement de choses à dire. Et là, c'est le public qui sera à la noce du 23 décembre au 28 décembre au Folies Bergères, en venant vous applaudir avec ce spectacle givré qui vous correspond, mais avec un fond de réalisme et de réalité totale. Ah bah c'est gentil, on l'a bien choisi. Ça vous irait aussi, je pense. Oui, je pense qu'on peut faire équipe ensemble. En tout cas, bravo pour tout ça, bravo pour ce parcours qui ne fait que commencer. Et c'est évident, et je pense que vous aurez de plus en plus de fans, et gardez cet esprit et cet humour qui sont si rares aujourd'hui. Bah merci, et merci à vous de prendre le temps. Merci d'être le seul endroit au monde où on est chez un média où on prend le temps. Eh ben, on va continuer comme ça. Merci à vous. Rendez-vous aux Folies Bergères. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.